Bonjour et bienvenue dans Écoutez Vannes, le podcast de la ville comme vous ne l'avez jamais entendu. Je m'appelle Valérie Bohin, je suis journaliste et dans ce podcast, je vous emmène rencontrer des Vanntais passionnés et surtout passionnants. Ils seront nos guides pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine de celle que l'on surnomme à juste titre la perle du golfe du Morbihan. Un observatoire secret, les greniers de l'hôtel de ville, un synagogue de plus de 80 ans et bien plus encore. Ensemble, nous allons explorer ces emblèmes du passé qui ont su se réinventer pour s'ancrer dans la vie moderne. Êtes-vous prêts pour un voyage sonore au cœur de la ville de Vannes ? Allez, c'est parti ! Aujourd'hui, vous l'entendez, je suis en plein cœur de Vannes, juste devant l'hôtel de ville et je vous emmène visiter un endroit très spécial pour les Vanntais, un lieu emblématique dont les portes sont restées closes pendant près de 30 ans. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de la chapelle Saint-Yves. Et notre guide du jour, c'est Nathalie Defrade, qui est responsable du pays d'art et d'histoire. Elle va nous ouvrir des parties de la chapelle qui sont normalement fermées au grand public. Alors, est-ce que vous êtes prêts à entrer dans les secrets de la chapelle Saint-Yves ? C'est parti. Bonjour Nathalie. Bonjour. Je suis vraiment contente de vous rencontrer. Grâce à vous, on va pouvoir visiter des parties de la chapelle qui sont normalement fermées au grand public. Les visiteurs ne peuvent pas aller tout seuls dans les parties souterraines, dans la crypte. Ils ne peuvent pas non plus monter tout seuls jusque dans la tour observatoire. Donc voilà, c'est ces petits lieux qu'on va aller découvrir ensemble maintenant. Vous avez les clés ? J'ai les clés. Allez, c'est parti. Alors on va se glisser dans la cour du collège. Au démarrage, en fait, le collège et la chapelle, c'est le même établissement. C'était la chapelle du collège. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, les deux lieux sont séparés. Tout comme l'État et l'Église, hein ? Tout, absolument. Mais l'entrée de la crypte est toujours dans la cour du collège. Je suis Nathalie Defrade, je suis responsable du pays d'art et d'histoire. Un pays d'art et d'histoire, c'est une sorte de mise en récit du territoire en fait. Et c'est embarquer les habitants dans la connaissance, mais aussi dans l'appropriation, mais aussi dans la vie de leur patrimoine et de leur architecture. Moi, je découvre avec ce projet de podcast l'attachement incroyable et assez unique des habitants pour le patrimoine local. Et vous, votre métier, c'est que cette petite flamme reste allumée, en fait, de l'entretenir. Alors non seulement qu'elle reste allumée, mais qu'en plus on fasse des liens en permanence avec aujourd'hui. Parce qu'en fait, un patrimoine qui n'a plus de lien avec aujourd'hui, il meurt. Et la restauration du patrimoine, la rénovation du patrimoine, c'est des techniques très contemporaines. En fait, quand on restaure du patrimoine, on restaure pas avec les artisans d'hier, hein, c'est les artisans d'aujourd'hui. On aurait du mal. Donc c'est les artisans d'aujourd'hui, c'est l'investissement des habitants d'aujourd'hui, c'est le lien tout le temps entre hier et aujourd'hui. Et vous, quel est votre lien particulier avec la chapelle ? Pour moi, la chapelle, c'est un moment fort parce que ça fait pas très longtemps que je travaille sur Vannes. Et quand je suis arrivée à Vannes, on était au démarrage de la restauration de la chapelle. Il peut y avoir des chantiers comme ça, il n'y en a pas beaucoup non plus, hein. Mais ça va être un chantier extraordinaire sur 2 ans. Refaire vivre cette chapelle, la voir petit à petit reprendre vie. Vraiment, c'est le lien très fort, voilà. Ce qui est assez unique dans cette restauration-là, c'est son ampleur en fait. Et ce qui est assez rare, c'est qu'on va jusqu'au bout de cette restauration. Et puis il y a un côté très généreux parce que on restaure pas un bâtiment qui va vous permettre d'être très fonctionnel dans la cité en fait. Donc l'attachement au patrimoine, là, il est autre. C'est une restauration à laquelle ont participé les habitants. Il y a eu un financement participatif qui a eu beaucoup de succès. Oui, tout à fait. Pour ces Vanntais, voir tomber cette chapelle, c'était un peu insupportable. Ce qui déclenche ce projet, c'est que c'est quand même une rencontre entre le maire et puis un donateur. Ça fait partie de ces Vanntais qui avaient un lien fort avec cette chapelle. Donc Jean Yves, c'est lui qui déclenche tout parce qu'il vient voir le maire et qu'il lui dit que si on restaure la chapelle, lui, il est prêt à mettre 1 million pour restaurer la chapelle. C'est assez rare comme démarche. Incroyable. Voilà. Il a un premier lien avec la chapelle parce qu'il a joué dans la cour du collège et qui, comme tous les autres, il est rentré un petit peu dans la crypte, par exemple. Et puis le lien suivant, c'est le lien avec sa femme, c'est toute son histoire. Et par conséquent, quand il vient voir le maire, il est prêt à mettre 1 million pour que la chapelle revive et retrouve son faste d'origine. Et pour que ça reste une chapelle. Voilà, c'était aussi important pour lui. Et donc, c'est inscrit dès le départ. C'est une restauration pour rendre le lieu au culte. Alors, à la culture aussi, mais aussi au culte.
On est de toute façon sur un patrimoine qui est exceptionnel. On est sur un témoignage de la présence des jésuites qui est exceptionnel. On est sur un vestige qui nous raconte même la chapelle parisienne des jésuites. Donc on est sur quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que cet édifice, il est vraiment magnifique. Hein. Ouais. On voit bien là les mélanges de pierres hein, quand on est sur le côté comme ça. Le granit qui assoit quand même le bâtiment sur la partie basse. Et puis toutes ces pierres blanches là, extrêmement blanches, fragiles. On est sur de la pierre calcaire et qui donne cette blancheur, cette pureté qu'on recherche beaucoup hein, au XVIIe ou XVIIIe siècle sur ces édifices. Et la petite porte est là. Ah, la petite porte est là, mais c'est incroyable. Hop. Voilà. Il faut se baisser. Ça se mérite de rentrer dans la crypte. Il faut dire que cette crypte, quand elle est plus utilisée par les jésuites, quand les jésuites s'en vont à la fin du XVIIIe siècle, elle va abriter, à certains moments, elle va abriter les soldats de Hoche. Ça va être un terrain de jeu pour les élèves du collège. Donc, les niveaux supérieurs ont été un petit peu bouleversés. Mais il y a un côté extrêmement fascinant dans les cryptes. Moi, le mot crypte, ça m'évoque du mystère, ça m'évoque... effectivement, un lieu chargé d'histoire et de mystère. Alors, c'est un lieu chargé d'histoire, vous parlez de cachette, mais c'est un lieu très sombre avec plein de petites absidioles, avec en plus, souvent, et c'est ce qu'on retrouve aussi ici, elle a été un peu modifiée par le temps, donc il y a un escalier qui démarre mais qui aboutit sur rien. Il y avait d'autres fluidités, d'autres ouvertures, etc., qui sont masquées, donc ça rajoute au mystère, voilà. Ouais. Et en plus, avec des esquisses, des bouts, des restes de peinture. Il faut imaginer un endroit qui devait être intégralement peint à l'origine. Quand on a restauré la chapelle, on a aussi restauré du coup la crypte. Alors vous voyez, il reste des pièces maîtresses. On a ce grand soleil rayonnant là au milieu. Ce grand soleil qui est peint au plafond. Voilà, qui est peint au plafond avec des couleurs assez... On est sur du ocre, rouge, orange. Oui, c'est un peu la même couleur que les voiles des synagogues. Hein. Voilà. Effectivement, on est sur les mêmes tonalités. Et donc, il faut probablement imaginer... Alors oui, on en a un autre grand médaillon comme ça, en s'avançant vers le petit autel de la crypte. Mais il faut imaginer que c'était sans doute complètement peint. Donc aujourd'hui, on a quelque chose de très blanc finalement, puisqu'on a rebadigeonné la crypte, mais qui n'était pas du tout la sensation que pouvaient avoir les visiteurs ou les fidèles. À quoi servait cet endroit? Alors c'est un petit lieu de culte. Hein. Ensuite, il y a un usage qui est très répandu dans les cryptes, c'est l'usage funéraire. Donc ici, à l'avant de notre petit autel, donc là tout en fond sous son arche, on a un petit autel très très sobre, hein. C'est une simple petite table d'autel. Et puis devant, là, on a une série de sépultures sur plusieurs niveaux. On peut peut-être s'avancer du côté de l'autel. Alors c'est vrai qu'on entend, hein, là, ça résonne un petit peu plus. On est vraiment sous la voûte. Le plafond est très bas à cet endroit-là. Sous le regard du Christ. Effectivement, qui est peint au plafond. Voilà. C'est magnifique. Il n'a plus qu'un seul œil, le malheureux, mais cet œil, l'intensité du regard de cet œil est assez forte. Hein. J'en ai des frissons. Voilà. Ouais. Donc on est sous le regard, et c'est précisément l'endroit où vous avez un grand nombre de sépultures. Ah ouais, c'est très émouvant. Essentiellement, dans la très grande majorité, on est sur des religieux, des jésuites notamment, et puis quelques laïcs, dont un seigneur, Jean Coudet, qui est enterré, qui meurt en 1657. Donc on est vraiment sur, voyez, antérieur en fait à la construction de la chapelle au-dessus. Alors elle qui date, les premières pierres, on est sur 1671, puis vraiment le développement dans les années 1680. Il y a encore des mystères à percer. Alors tout à fait. Sur les sépultures. Voilà, et puis sur la vie, d'une manière générale, sur le sous-sol de cette chapelle, puisqu'on a vraiment été sur des sondages, hein, mais pas une fouille archéologique, et ça pourrait vraiment mériter une fouille archéologique un peu plus approfondie pour en apprendre un peu plus, hein, même sur l'organisation de la chapelle.
Vous parliez de la rénovation. Quelles autres parties ont été restaurées dans la crypte? La crypte, c'était un endroit essentiel dans tout le travail de restauration parce que une des problématiques très très fortes du délabrement de la chapelle, c'était qu'elle s'enfonçait. Et donc on avait des bases des piliers qui devenaient friables et un enfoncement. Alors ça, quand on a une partie de l'édifice qui s'enfonce, ça crée des désordres énormes au-dessus. Ça veut dire que les piliers s'écartent, ça veut dire que les voûtes s'affaissent et ça veut dire qu'à terme, tout ça tombe. Voilà. Oui, c'est la structure même du bâtiment voilà, qui est menacée. Absolument. Et ce bâtiment-là, il est très tôt instable et on était arrivé en 1990 à un tel état d'instabilité qu'elle était complètement fermée au public, il y avait un arrêté de péril, etc. Elle était vraiment en danger. Donc, le premier démarrage de la restauration, ça a été d'injecter dans le sous-sol des bétons et des résines de façon à stabiliser les piliers. Or ça a été fait notamment à partir de la crypte. D'où tout un travail d'enquête, on va dire archéologique, en fait de fouilles préventives, de façon à pouvoir vérifier qu'à l'endroit où on allait faire un trou et injecter des résines, on n'allait pas détruire en fait des parties extrêmement importantes. Est-ce que les auditrices et les auditeurs de ce podcast peuvent venir visiter la crypte? On ne peut pas venir tout seul, on ne peut plus venir jouer avec les ossements, voilà, c'est terminé aussi. Par contre, on organise très régulièrement des visites. Et quand on organise des visites, évidemment, on descend dans la crypte, on monte dans la charpente, on fait le tour de ces lieux un peu inaccessibles en temps normal. Alors, on va passer du coup du niveau le plus bas de la chapelle Saint-Yves, de sa crypte, jusqu'au niveau le plus haut. Donc, construite plus tardivement à l'arrière de la chapelle, on a une tour d'observation. C'est une tour qui s'élève au-dessus en fait de la chapelle de façon à pouvoir observer. Alors aujourd'hui, la mer, ou même la mer, la ville, etc. Et puis également les étoiles, etc. On était vraiment au-dessus. Eh bien, on y va, c'est parti. On va se glisser sur le bas-côté de la nef sans déranger la prière. Oui, il va falloir chuchoter. Voilà, pour partir, alors là aussi dans les coulisses de la chapelle, à l'arrière du chevet. Oh, super. Allez, on vous suit. On se faufile discrètement pour pas déranger l'office. Donc en fait, on contourne le chœur, le superbe retable qu'on a vu orné à l'arrière du retable. Oui. Le chœur est juste ici, on ne va pas faire de bruit parce que la porte est entrouverte. Et nous, on monte au-dessus, on est dans les coulisses et on va monter au-dessus. Alors là, on est parti pour une ascension longue. Ah. Il faut prendre son souffle. Ça marche. On est hors maçonnerie du chœur, hein, on est bien accolé en fait à la chapelle. Là, on a un premier accès. On pourrait accéder à la charpente, donc qui est juste accolée à la tour. On voit le début des voûtes. Ah oui, c'est magnifique. Et on continue notre ascension. Et allez. Effectivement, on les a pas comptés, mais... Non, vaut mieux pas. On arrive au bas d'une dernière volée de marche qui ressemble plus à une échelle, là. Donc là, on est vraiment sous la voûte du petit observatoire. Ouais. Et donc sous une trappe pour pouvoir accéder en partie haute. Super. Mais vous allez voir, c'est quand même très spectaculaire là-haut. Ah oui. Attention à la tête. Voilà, ah, si vous avez le c'est vertige, extraordinaire.
incroyable. C'est une des meilleures vues sur la ville de Vannes, d'autant plus qu'on est sur un promontoire, on est en hauteur. Donc en hauteur plus l'installation de la tour, là on se rend bien compte que pour un terrain d'observation, pour de l'enseignement, c'est assez... je ne vois pas la lunette d'astronomie. Non, alors elle a dit... Où est-elle, Nathalie? On pourrait la réinstaller, mais on n'est plus tout à fait dans les normes des observatoires actuels. On parlait d'astronomie. Si on se replonge dans cette époque-là, quelle matière est-ce qu'ils enseignent et qu'est-ce que ça nous dit aussi de cette époque? Alors les jésuites s'implantent au XVIIe siècle. Ils sont expulsés par le roi Louis XV à la fin du XVIIIe siècle. Ils ont pris beaucoup de place dans le royaume, c'est pas simplement en Bretagne. Donc ils dérangent un peu. Ils dérangent un petit peu. D'autant plus que, en fait, quand on a autant de place dans l'enseignement, en fait, on a un rôle extrêmement important dans la formation des esprits et donc dans le développement d'idées, etc. dans le royaume. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, de remarquable, cet enseignement jésuite? On pourrait dire aujourd'hui que c'est un enseignement assez ouvert. C'est un enseignement, alors d'autant plus au XVIIIe siècle où va se développer cette volonté encyclopédique en fait. L'homme érudit, il essaye de contenir toutes les connaissances, il essaye de réunir toutes les disciplines. Donc c'est de l'astronomie, c'est des mathématiques, c'est de l'éloquence, c'est de la grammaire, c'est voilà. Moi, ça me fait penser à des hommes comme Pythagore ou qui étaient d'une autre époque, bien antérieure, mais de cette lignée des savants. On a cette fascination pour l'Antiquité, de toute façon, à cette période-là. C'est le siècle des Lumières. Donc c'est cette volonté-là d'être le plus exhaustif possible, de faire des liens entre les sciences et quelque part d'organiser de la cohérence dans le monde et dans le fonctionnement du monde, des planètes. De relier les points, en fait. Voilà, tout à fait. C'est le royaume de Dieu sur Terre. Donc, Dieu a voulu quelque chose de cohérent, un ensemble cohérent sur Terre. Et quelque part, l'enseignement des jésuites, il vise par la connaissance à donner du sens à tout ce monde animal, végétal, les planètes, la grammaire, le langage, etc. Aujourd'hui, on est peut-être dans une vision beaucoup plus en silo des disciplines. C'est pas le cas à ce moment-là. Il y a vraiment des liens entre les disciplines et ce sont les mêmes enseignants qui enseignent plusieurs disciplines. Un des aspects spectaculaires dans la restauration de cette chapelle aussi, c'est le moment où donc, le clocheton a été réalisé en atelier et il est réinstallé avec une grande grue qui vient le déposer, le faire rentrer, donc c'est au millimètre près, dans la charpente qui est préparée pour l'accueillir. Ouais, ça devait être fou. Oui, c'est un peu la touche finale de cette restauration, mais c'est un moment très spectaculaire de réinstallation de ce petit clocheton. Vous le disiez tout à l'heure, cette restauration, elle a été totale. Comment est-ce qu'elle va continuer à vivre, cette chapelle? C'est redevenu un lieu de culte. Elle prend toute sa place dans la vie de la communauté, de la paroisse, en fait, avec la cathédrale. Elle a d'autant plus d'importance qu'avec la restauration de la cathédrale, elle vient compléter en fait pour les offices. Et puis c'est aussi un lieu culturel. Donc il y a vraiment eu une volonté d'en faire un lieu cultuel et culturel. Donc aujourd'hui, un des jolis rôles qui lui est assigné, c'est d'accueillir les élèves des classes CHAM, donc des classes à horaires aménagés pour la musique avec le conservatoire. C'est le 1h. Donc elle accueille plusieurs après-midi par semaine en fait les classes CHAM qui viennent répéter, travailler ici dans la chapelle. Donc là aussi, ça renoue en fait, et c'est assez intéressant, ça renoue le lien entre le collège et puis la chapelle. Avant de nous quitter, Nathalie, est-ce que vous pourriez indiquer à toutes celles et ceux qui nous écoutent 2 adresses pour continuer à découvrir le patrimoine architectural de la ville? Alors d'abord, toujours pour faire le lien avec la chapelle, je vous enverrai bien sur ce qui était la porte Saint-Yves, qui est aujourd'hui la porte c'est le bastion Notre-Dame ou cette porte Notre-Dame. Donc là, il faut reprendre la rue Burgot et à un moment, vous allez voir d'abord que la rue se rétrécit quelque peu et puis vous allez voir des encoches. Il y a une toute petite échauguette qu'on voit sur le bas-côté de la rue et puis des petites encoches qui montrent que là il y avait une porte là qui venait s'installer. Donc ça, faut bien regarder. Mais c'est visible de part et d'autre de la rue, au peu près au milieu de la rue, voilà. Donc ça c'est le premier élément, puis ça nous fait vraiment le lien avec cette ville close qui était à 2 pas et donc ce faubourg qui se développe à côté de la ville close.
Et puis l'autre lieu, c'est peut-être l'hôtel de Limur. C'est un hôtel qui est construit, vous voyez, première pierre de la chapelle Saint-Yves en 1661. L'hôtel de Limur, il est construit à partir de 1671 et dans les années, donc on est sur les mêmes époques de construction. C'est un hôtel particulier en pierre blanche aussi, et c'est un lieu dans lequel on a aujourd'hui un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, et vous allez pouvoir retrouver notamment ce petit bout de film là où on voit ce clocheton qui vient être reposé sur la chapelle Saint-Yves, comme on parle de restauration, comme on parle de la façon dont la ville réinterprète son patrimoine, etc. Mais vous allez retrouver pas mal d'éléments aussi pour réinscrire cette chapelle dans l'histoire, dans le développement du territoire. Mais merci beaucoup Nathalie. Je vous en prie. Pour cette visite guidée dans les parties secrètes et dans l'histoire aussi secrète, et puis qui reste toujours un peu mystérieuse de cette chapelle emblématique de la ville. Pour le prochain épisode, quelle merveille du patrimoine vantais me conseillez-vous d'aller découvrir? Eh bien, je vous inviterais bien à sortir un petit peu de la... Donc là, on est vraiment au cœur de la ville, à aller vraiment sur les périphéries de la ville de Vannes pour trouver cette petite station balnéaire sur la presqu'île de Conlo, donc qui est aujourd'hui une presqu'île, qui fut une île, et puis peut-être pour renouer avec cette tradition orale qui nous raconte un petit peu les origines du territoire. J'ai hâte d'écouter, j'adore les contes. Merci beaucoup Nathalie pour cette visite, et puis je vais vous laisser, et moi je me file à la presqu'île de Conlo pour écouter un conte breton sur la naissance du golfe du Morbihan. Bon après-midi à vous, au revoir. Au revoir. C'est déjà la fin de cet épisode de notre podcast Écoutez Vannes. J'espère que comme moi, vous avez été émerveillés par cette visite. Retrouvez toutes les informations pratiques dans la description de cet épisode et sur le site de la ville de Vannes, mairie-vannes.fr. Pour ne rater aucune nouveauté, abonnez-vous sur votre application de podcast. Et surtout, parlez-en autour de vous. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode et une nouvelle visite secrète de la ville. Kenavo Avechal. Écoutez Vannes est un podcast réalisé par Skolprod pour la ville de Vannes. Reportage et réalisation, Valérie Bouin. Montage et mixage, Emmanuel Charret. Musique, Thomas Juvet. Chef de projet, Anastasia De Santis. Merci également aux enfants de l'école d'Iwan pour leur participation au générique. Libouban, Julia, Eflam, Oulouman, Calon.